Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Nuit de violence à Beaumont-sur-Oise après l'incarcération de deux frères d'Adama Traoré, le jeune homme mort en juillet après son interpellation. 6 véhicules et un bus ont été incendiés. Au total, 130 gendarmes et un hélicoptère ont été mobilisés. À découvrir également dans ce journal, Philippe Teillard, c'est un expert de la restauration. Il conseille depuis 40 ans les jeunes restaurateurs à se faire une place dans un secteur ultra concurrentiel. Portrait en fin de journal. Et à découvrir également une pièce de théâtre, Journal d'une apparition, d'après des textes du poète Robert Desnos. Le metteur en scène Gabriel Dufay était notre invité. La tension est de nouveau montée d'un cran ce mercredi soir à Beaumont-sur-Oise, 4 mois après la mort d'Adama Traoré lors de son interpellation par la gendarmerie. Le quartier de Boyenval s'est de nouveau enflammé. Plus tôt dans la soirée, le tribunal correctionnel de Pontoise avait placé en détention provisoire 2 frères d'Adama Traoré pour des violences contre les forces de l'ordre la semaine dernière. Les précisions de Florian Philippe. Réveil douloureux ce jeudi matin pour les habitants du quartier de Boyenval à Beaumont-sur-Oise. Au milieu d'une rue, les restes calcinés d'un bus, résultat d'une nouvelle nuit de violences urbaines. Selon la préfecture du Val d'Oise, une dizaine d'individus cagoulés ont mis le feu au véhicule vers 22h45. Le chauffeur a été légèrement blessé. 7 véhicules ont brûlé au total. 130 gendarmes ont été mobilisés et un hélicoptère déployé. Beaumont n'avait pas connu pareils incidents depuis le mois de juillet. Des échauffourées avaient éclaté dans la ville après la mort d'Adama Traoré lors de son interpellation par la gendarmerie. Cette fois, c'est le placement en détention provisoire de 2 de ses frères qui est à l'origine des violences. Ils seront jugés le 14 décembre pour violences, menaces de mort et outrage envers les forces de l'ordre. Ils sont poursuivis après des échauffourées ayant éclaté le 17 novembre dernier devant la mairie de Beaumont-sur-Oise. Ce soir-là, le conseil municipal de la ville devait adopter une délibération autorisant la prise en charge des frais de justice du maire, Nathalie Groux, au nom de la protection fonctionnelle. Elle souhaite porter plainte pour diffamation contre la sœur d'Adama Traoré. En bref, maintenant, la ville de Pontoise vient de lancer sa toute nouvelle application mobile. Une appli qui permet aux habitants d'accéder aux informations pratiques de la commune. Que vous souhaitiez effectuer vos démarches en ligne, disposer d'informations pour mieux circuler, trouver une pharmacie de garde ou encore connaître les menus de la cantine. L'application Pontoise, toujours connectée, est désormais à votre disposition sur tous les terminaux Android mais aussi iPhone. Plusieurs centaines de restaurants ont le même objectif dans le Val d'Oise, attirer les clients en quête d'une bonne table. La concurrence est rude donc, notamment pour les petits nouveaux qui doivent se faire une place. Philippe Teillard, 40 ans d'expérience dans la restauration, a ouvert une entreprise de conseil pour leur donner un coup de pouce. Reportage dans l'un de ces restaurants avec Florian Philippe. Vous avez la salle, une quarantaine de couverts à peu près, environ. Je vous présente Jean-Claude, Monsieur Mallet, Jean-Claude, responsable de salle. Je vais vous présenter le chef de cuisine, Monsieur Sévieri Philippe, disciple d'Escoffier France. Depuis l'ouverture, Philippe, Monsieur Sévieri est avec nous, ainsi que Monsieur Mallet, et nous formons une équipe, une très bonne équipe. Olivier est fier de son équipe. Depuis 6 mois, il a lancé son établissement. Issu d'une famille de restaurateurs, il apprend auprès de son père avant de lancer sa propre affaire. Mon papa a vendu ses affaires et puis moi j'ai décidé, j'avais déjà à l'esprit de monter une rôtisserie. J'étais déjà sur ce concept-là et j'ai cherché une affaire dans la région pour m'installer. Il ouvre en mai 2016 les Broches du Vexin, une rôtisserie à Montgeroux. Service et relations clients n'ont pas de secret pour Olivier, mais le chef d'entreprise doit désormais se frotter à la gestion complète d'un restaurant, comptabilité, élaboration de la carte, communication. Il fait appel à Philippe Teillard pour le conseiller. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Bah ça va. Et toi? Ça va bien. Depuis la semaine dernière? Ouais, très bien. Philippe Teillard bénéficie d'une expertise importante dans la restauration.
Depuis 40 ans, il a été serveur, formateur ou a encore ouvert plusieurs centres de formation d'apprentis. Je m'étais rendu compte que quand j'allais au restaurant, il y avait des serveurs qui ne connaissaient pas toujours bien leurs produits. Quand on leur demandait la composition d'un plat, ils étaient un peu embêtés pour vous répondre, ou on leur demandait d'associer un vin à un mets. Et parallèlement à ça, j'entendais des professionnels qui disaient « il faut que je développe mon chiffre d'affaires ». Donc moi, j'ai dit, je vais être le trait d'union entre ces deux problématiques. Et donc, je vais leur proposer, à partir d'une visite mystère, de voir faire le constat où ça marche pas. Et derrière, je décide de faire un plan d'action avec eux. Depuis l'ouverture du restaurant, les deux hommes collaborent pour éviter les écueils du lancement d'un restaurant et le rendre viable à long terme. En fin de semaine, on va préparer la carte du réveillon, Oui, enfin, le menu du réveillon. Réveillon. Toute la formule, et puis après donc, on communiquera dessus tout de suite après, puisque de toute façon c'est dans un mois, donc il va falloir préparer la newsletter, préparer l'événement. Philippe apporte son expertise sur divers sujets. Ça peut être au niveau commercial, au niveau gestion, mais aussi au niveau formation des équipes. Et donc je leur propose aussi de développer les compétences des équipes, parce que je fais toujours ça sur site, donc dans leur contexte, avec leur carte. Donc là, je fais vraiment du concret avec eux. Et donc, c'est comme ça qu'ils peuvent rentabiliser au mieux leur affaire. Un conseil qui rassure et qui devrait perdurer dans le temps. Monsieur Taillard est de bons conseils, connaît bien son métier. Ayant moins de connaissances que lui, je préfère, pour être sûr d'avancer dans le bon chemin, d'avoir un conseil à côté de moi. Les deux hommes vont désormais s'atteler à préparer les fêtes de fin d'année, avec l'ambition de fêter leur réveillon au Broche du Vexin le plus longtemps possible. Une idée de sortie maintenant pour ce vendredi avec ce spectacle à l'apostrophe de Cergy Pontoise, journal d'une apparition, une pièce écrite d'après des textes du poète Robert Desnos et adaptée et mise en scène par Gabriel Dufay. Un spectacle qui plonge le spectateur au cœur des nuits d'insomnie de Robert Desnos, hanté par les visions oniriques de deux femmes qu'il a désespérément aimées, comme nous l'explique Gabriel Dufay qui était l'invité de VOTV. Il y a la figure d'Yvonne Georges, qui était une chanteuse de cabaret des années 20, qui paraît-il était une femme fatale, absolument merveilleuse. Et Desnos était fou éperdu d'elle, sauf que c'était un amour sans retour. Et il l'a transposé sur le papier en lui dédiant tous ses textes et en inventant, ou même en vivant vraiment, une histoire d'amour avec un fantôme qu'il a transcrit dans un journal. Et après, il a vécu une histoire d'amour avec Yuki Fujita, qui était la compagne du peintre Fujita. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une femme à l'autre, pour lui, c'était la même mystérieuse qui se perpétuait. Donc, ça pose la question, qu'est-ce qu'on reproduit d'une histoire d'amour à l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un fantôme qu'on cherche à travers toute notre vie? Toi, qui reste insaisissable dans la réalité et dans le rêve. Toi, qui m'appartiens de par ma volonté de te posséder en illusion, mais qui n'approche ton visage du mien comme les yeux clos, aussi bien au rêve qu'à la réalité. Toi, qu'en dépit d'une rhétorique facile, où le flot meurt sur les plages, où la corneille vole dans des usines en ruine, où le bois pourrit en craquant sous un soleil de plomb. Le journal donc d'une apparition est à voir ce vendredi à l'apostrophe Théâtre des Arts de Cergy à 20h30. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Nuit de violence à Beaumont-sur-Oise après l'incarcération de deux frères d'Adama Traoré. Le jeune homme mort en juillet après son interpellation. 6 véhicules et un bus ont été incendiés. Au total, 130 gendarmes et un hélicoptère ont été mobilisés. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Des tombes aux accents polonais, il y en a plusieurs centaines dans ce cimetière de Montmorency. Cette histoire commence en 1830.
À cette époque, la Pologne n'existe plus et après l'échec de l'insurrection contre l'occupant russe, de nombreux Polonais prennent la route de l'exil. Beaucoup d'entre eux s'installent à Paris. Les deux plus connus, le général Kniazewicz et l'écrivain Niemcewicz, découvrent Montmorency et tombent sous le charme de la ville de Jean-Jacques Rousseau. Ils demanderont à y être inhumés et seront les premiers d'une longue liste. Nous nous trouvons au cimetière des Champeaux, où il y a plus de 270 personnalités polonaises qui sont inhumées, et ce depuis 1841 et l'enterrement de Niemcewicz ici à Montmorency. Le cimetière des Champeaux est une terre sacrée qui détient la valeur de polonité. La polonité, c'est en fait la défense de la tradition, de la culture de la nation polonaise à un moment de l'histoire où elle n'existait plus, soit de 1797 à 1918. Elle n'existait plus physiquement. Cette terre du cimetière des Champeaux est un bout de la Pologne et concentre les valeurs patriotiques polonaises. Donc il y a celle-ci d'un général très important pendant la Seconde Guerre mondiale. Souvent appelé le panthéon de l'immigration polonaise, le cimetière des Champeaux de Montmorency est le plus grand cimetière polonais de France. Terre sacrée et lieu de mémoire, il est le symbole de la résistance polonaise contre toutes les formes d'oppression. Ce mur du souvenir avec ses plaques est là pour commémorer justement tous les Polonais qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale dans des réseaux de résistance ou dans les forces armées libres contre les nazis, dont notamment le groupe de résistance Paun, très connu des Polonais. La présence polonaise à Montmorency ne s'arrête pas au cimetière. On la retrouve dans la collégiale Saint-Martin. L'église abrite plusieurs souvenirs de la colonie polonaise. Le plus imposant est ce monument funéraire. On se trouve devant un cénotaphe des personnages Kniazewicz et Niemcewicz. Ces personnages sont des aristocrates et des hommes d'État polonais qui ont dû migrer en 1830 à la suite de la révolution avortée contre l'occupant russe. Et pour célébrer leur engagement pour la culture polonaise et l'État polonais, la communauté polonaise en exil a décidé de créer ces deux cénotaphes pour célébrer ces deux personnages. Un cénotaphe, qu'est-ce que c'est ? C'est un monument funéraire dans lequel il n'y a aucun reste des personnalités qui sont représentées. Pour mieux comprendre la vie de ces exilés polonais et leur emplacement dans le cimetière des Champeaux, l'Office de tourisme a créé une carte interactive. L'idée, c'est un plan du cimetière interactif sur lequel on peut sélectionner les tombes et avoir la biographie des personnalités qui sont inhumées. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça marche également sur smartphone et sur tablette. Comme ça, on peut se rendre directement sur le lieu et faire sa propre visite libre du cimetière. Pour ceux qui préfèrent le contact humain, des visites guidées classiques sont proposées toute l'année. C'est une invention digne d'un film de science-fiction, un cyborg végétal baptisé Biome. Développé par la start-up Still Human basée à Neuville, il s'agit d'une plante connectée. Son socle au design épuré est bardé de capteurs et permet à la plante de communiquer ses besoins via une application mobile ou directement via sa diode. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des capteurs qui vont savoir chaque besoin de la plante et pouvoir nous les traduire via un code couleur lumineux qui va changer de couleur en fonction du besoin. Le bleu pour l'humidité, rouge pour la température, vert pour la richesse de la terre et jaune pour la lumière. Même un enfant pourra comprendre quel est le besoin de la plante juste en fonction de la couleur qui va changer sur le pot. Parfait pour ceux qui n'ont pas la main verte. Mais comme si cela ne suffisait pas, Still Human tente d'aller plus loin dans le concept avec une version 2.0, Gaia. Plus évolué et doté de roues, ce robot végétal est parfaitement autonome. Ces deux grandes roues vont permettre au pot d'aller par exemple vers la lumière, d'aller vers la fenêtre. Si jamais il pleut dehors, comme il est lié à la météo, il va pouvoir savoir qu'il pleut, il va nous demander d'ouvrir la fenêtre et le robot va pouvoir aller dehors pour prendre la pluie et pouvoir alimenter la plante via les ressources naturelles. C'est vraiment un dispositif qui va permettre de rendre les plantes vivantes, elles sont déjà vivantes, mais les rendre vraiment au stade d'individus à part entière. On va pouvoir leur donner un nom, pouvoir interagir avec et aller au-delà de la simple plante meuble, de la plante qu'on oublie dans son coin et qu'on ne va pas forcément arroser ou toutes ces choses-là. Dans un premier temps, Gaia sera réservé aux entreprises et institutions en attendant une version grand public. Biome, quant à lui, sera disponible pour une 50aine d'euros dans les jardineries et certaines grandes enseignes au printemps 2017.